Ah, j'ai compris. Donc, pour penser ce territoire solidaire de manière pérenne, on a besoin de développer, et c'est un peu le projet de l'ouvrage que je vous présente aujourd'hui, on a besoin de développer une gestion solidaire qui vienne rendre pérenne la gestion d'un territoire la question d'un territoire solidaire. Voilà, donc ces trois questions, même si on va les prendre de manière indépendante chaque fois, sont pour moi reliées et on pourra y revenir dans le cadre des questions. Alors, sur le plan de la méthode, Audrey m'a demandé non seulement d'avoir ces trois points, mais de faire des ponctuations entre ces trois points. Donc, je vais d'abord présenter le premier point, puis je laisserai un espace pour vous, pour un débat, pour des questions. Je ferai pareil, je présenterai le deuxième point, et puis je ferai une pause pour vous laisser encore à la fin de ce deuxième point la capacité d'échanger avec moi, et puis on fera la même chose à l'issue du troisième point. Voilà, si vous en êtes d'accord et si les consignes sont clairement données, on va commencer sur le premier point. Audrey, ça vous va? Oui, très bien, merci. J'avais oublié de préciser effectivement que vous alliez faire des parties d'environ une dizaine de minutes. Et comme ça, dans le public, les personnes peuvent écrire des questions sur des post-it qui sont relevés. Ensuite, on vous posera les questions, donc sur chacune des parties. Mais c'est parfait. Voilà, c'était comme ça rend l'intervention un peu plus dynamique parce que parfois suivre en visio, ça peut être un peu long. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté de faire comme ça. OK. Bon, et merci Audrey. Donc, je commence avec le premier point. Comment réconcilier l'économique et le social? Alors, les conditions initiales pour une réconciliation économique et sociale, pour moi, c'est de suivre une recommandation qui a été émise par Karl Polanyi, de ne pas réduire l'économie à l'économie de marché. Alors, c'est un détour qui est souvent fait, c'est-à-dire que la plupart des gens perçoivent l'économie marchande comme la seule économie possible. Or, Karl Polanyi a montré, notamment par un travail historique, que l'économie ne se réduisait pas à ça, que l'économie avait aussi une part de redistribution, une part de dimension non marchande, et que l'économie a aussi une part de logique de réciprocité, tout ce qui est l'échange non monétaire. Et on voit que si on prend cette grille plus large de l'économie, ce qu'il appelle Karl Polanyi l'économie substantive, qui inclut à côté des marchés une logique de redistribution et une logique de réciprocité, on donne de la visibilité à l'action de l'État dans le cadre d'un État social ou d'État de providence, et on donne de la visibilité à tous les acteurs du champ associatif, coopératif et mutualiste qui œuvrent dans le cadre de la réciprocité. Donc voilà, ce premier élément est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une réconciliation entre l'économique et le social sans déjà repenser la question de l'économie et sa définition. Alors, deuxième point sur lequel j'aimerais aborder la question des conditions initiales, c'est celle qui est soulevée par un auteur brésilien qui dit qu'on peut c'est pas possible d'organiser la solidarité sans repenser la rationalité économique. Et pour lui, il faut sortir d'une rationalité instrumentale, calculatoire, euh, purement basée sur une rationalité de marché, pour ouvrir la rationalité à des enjeux éthiques, des enjeux sociaux, des enjeux de valeur, et donc passer là encore d'une rationalité économique au sens marchand à une rationalité bien plus large au sens de la rationalité euh, sociale, philosophique, humaine. Donc, à partir de ces deux principes, on peut élaborer une typologie d'action pour penser le lien étroit et réconcilié entre l'économique et le social. Alors, je vous donne trois grilles qui fonctionnent avec ce qu'on connaît aujourd'hui dans le champ économique et social. Donc, on a tout un volet d'acteurs qui se réclament du social business ou du social impact et qui sont des acteurs de la sphère marchande qui s'orientent vers le social
et qui affirme pouvoir avoir un double objectif, un objectif de profit et un objectif social, et de pouvoir les conjuguer de cette manière pour résoudre les problématiques sociales qui se posent dans nos sociétés. Alors, la logique est souvent celle de l'impact social, c'est-à-dire que on va essayer de mesurer, à partir d'une activité marchande, l'impact de cette activité marchande sur le champ social. Alors là, je mets comme principe qu'il n'y a pas conciliation, puisque la notion même d'impact, qui est un terme de balistique, montre bien que d'un côté, il y a le marché, de l'autre côté, il y a le social. Et l'idée, c'est de relier les deux par des actions qui puissent être mesurables. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe historique de l'économie sociale et du tiers-secteur, qui, avec l'invention au XIXe siècle des formes coopératives, mutualistes et d'associations dites gestionnaires, ont montré qu'il fallait penser un autre modèle, qui ne pas seulement penser une double logique économique et sociale, mais qu'il fallait avoir un modèle de gouvernance démocratique pour pouvoir envisager la conciliation entre l'économique et le social. Donc ça, c'est une avancée très intéressante qui a eu lieu historiquement donc, à la fin du XIXe siècle, mais qui a connu une pérennité jusqu'à nos jours. On a encore des grands acteurs, notamment dans le champ financier, des grandes banques coopératives, des grands acteurs mutualistes, mais qui ont été insérés dans un jeu concurrentiel avec les acteurs marchands, qui les a conduits à se professionnaliser, à se normaliser, et à parfois perdre un petit peu le contact avec leurs sociétaires et leur capacité à faire vivre une gouvernance démocratique authentique. Donc l'idée de cette réconciliation, c'est des mouvements qu'on voit apparaître dans un grand nombre d'acteurs de l'ESS, c'est d'essayer de retrouver la capacité à faire vivre une gouvernance démocratique réelle, vivante, et à pouvoir avoir une approche en tant qu'organisation qui n'est pas seulement basée sur la viabilité financière, mais qui prend en compte une visibilité d'utilité sociale. Donc voilà, c'est un petit peu la grille sur laquelle mon collègue et moi on a travaillé pour essayer de voir comment repenser les liens entre une économie revisitée et une question sociale elle-même revisitée aux enjeux de la transition. Alors, une fois qu'on a posé ça, c'est quels sont les vecteurs de la réconciliation? Alors, j'en donnerai 4 sur lesquels on pourra débattre. La première, qui me semble importante, c'est celle de l'hybridation des ressources. Une fois qu'on a posé avec Karl Polanyi que l'économie ne se réduit pas au marché, mais qu'elle inclut la question du non marchand ou du non monétaire, ça veut dire que les acteurs qui sont réglables sont en capacité d'avoir des activités marchandes pour dégager des revenus, mais aussi avoir une capacité à travailler avec l'État autour de projets qui font sens et qui peuvent être l'objet d'un certain nombre d'aides de financement public, et puis aussi tout un engagement autour d'une capacité à faire des appels publics aux dons, à accueillir le travail des bénévoles et des militants et des volontaires, et d'être en capacité donc de se faire ce panachage de ressources qui sont non seulement des éléments qui vont permettre aux acteurs d'avancer, mais aussi des éléments qui conditionnent une autre forme de gouvernance. C'est là que j'aborderai la question du deuxième vecteur de réconciliation, ce qu'on appelle l'organisation multi-acteurs ou la gouvernance multi-acteurs, ou un terme plus technique, c'est les parties prenantes ou les gouvernances multi-parties prenantes. Alors, on a un exemple en France avec la forme de SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui a montré qu'on pouvait penser, organiser, structurer les statuts d'organisation qui sont en capacité de ne pas rassembler les acteurs qui sont identiques, mais des acteurs différents, qui peuvent être des acteurs publics, des financeurs, des bénéficiaires, des bénévoles, des usagers, et de mettre tout le monde autour de la table pour résoudre des questions qui sont complexes, et qui souvent, on va le voir tout à l'heure dans le deuxième point, se posent sur la question des territoires. Pouvoir couvrir l'ensemble des acteurs du territoire suppose d'avoir la capacité à monter ces organisations multi-acteurs et à les gérer. Ce n'est pas toujours facile parce que d'une part, il y a un travail de découverte qui devrait être autour de la table, donc il faut déjà réfléchir à qui peut être rassemblé autour du projet et à n'oublier personne. Et puis, une fois qu'on a mis tout le monde autour de la table, et tout le monde venant d'intérêts, de mondes, de réflexion ou de cadres culturels différents, eh bien, la question qui se pose, celle évoquée par le troisième point, c'est comment tout le monde peut prendre part à la décision, comment tout le monde peut prendre part à la parole, et donc ça suppose d'avoir une démarche inclusive
ou une gouvernance qui est à la fois une gouvernance multi-acteurs et une gouvernance inclusive. Donc ça, c'est des démarches assez intéressantes qui se développent actuellement avec l'idée de société inclusive, mais qui se posent de manière très pratique au niveau des organisations qui cherchent à faire des avancées sur ces questions-là et qui déterminent à la fois une logique extensive avec la question de l'organisation multi-acteurs et une logique intensive. C'est comment, une fois que les acteurs sont là, les mettre en capacité de prendre part au sens de Joël Zask. Puis, dernier point qui me semble un vecteur de réconciliation, c'est celui de l'innovation qui ne doit pas se résoudre à seulement une innovation technique, une innovation managériale, mais une innovation qui est ce qu'on appelle une innovation sociale, la capacité de transformation sociale. Donc, inventer des nouvelles formes de la solidarité, mettre en place des logiques dynamiques pour accueillir de nouveaux acteurs autour de nouveaux projets. Voilà, c'est un petit peu le champ d'action de ce dernier quatrième point, et qui a en quelque sorte la possibilité d'ouvrir et de créer des facilitateurs ou des vecteurs de réconciliation. Voilà, donc c'était le premier point. Je voulais savoir si à ce niveau-là, vous aviez des questions, des commentaires ou des réflexions. Oui. On ouvre le premier débat. Oui, merci Philippe. Donc, on va voir dans la salle si des questions à ce stade de votre intervention émergent. Je vous remercie de les écrire sur les post-it et de lever la main. Et c'était pour Philippe, je ne vous ai pas parlé des personnes qui étaient dans la salle, donc des acteurs du territoire et de l'économie sociale et solidaire. Et votre intervention sera suivie de 5 ateliers en lien avec votre intervention, donc de projets, de structures qui mettent en œuvre ces principes de gestion. Donc, nous aurons un atelier sur la monnaie locale comme levier transversal des transitions, sur la SCIC, une association échange paysan qui est en train de se transformer en SCIC, avec une gouvernance multi-acteurs questionnée, le média des acteurs sur la coopération et l'information sur le mieux vivre ensemble sur le territoire, un projet altitude coopérante qui est là mutualiser des outils effets réseau sur le territoire des Hautes-Alpes et de l'Ubaye, donc en lien avec c'est comme un PTCE, ce serait un PTCE idéalement sur l'innovation sociale. Et enfin, une structure dans le milieu culturel qui organise des transhumances artistiques. Donc là, c'était juste pour vous parler un peu du public que vous avez en face et que vous ne voyez pas. Ok, merci, ça a l'air super intéressant. Donc, j'ai une première question là de Jean de l'UDES, l'organisation qui organise ce forum. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de démarches inclusives, s'il vous plaît? Alors, les exemples de démarches inclusives, moi, je suis assez sensible à, par exemple, le collectif Pas sans nous, hein, qui dit, en gros, si vous faites quelque chose pour nous sans nous, vous êtes contre nous. Donc, le point de départ de cette question de la résolution des problématiques entre l'économique et le social, c'est de savoir s'il y a distance entre les deux ou s'il y a superposition. Si je suis un acteur du social et que j'agis dans le social, je suis forcément dans le social et je ne m'y perds pas. Et donc, la question de l'inclusivité, ça va être la question des logiques que l'on met en place. Est-ce que c'est une logique d'aide? Est-ce que c'est une logique d'entraide? Donc déjà, c'est les premières questions qu'il faut se poser. Après, une fois qu'on est dans cette question de l'inclusion, ça va être les questions qu'on va devoir se poser, c'est la question des discriminations, la question des formes de gouvernance et la question aussi des acteurs qui peuvent être présents, mais ne pas avoir capacité à avoir soit un poids décisionnel, soit un poids à participer dans les débats. Donc, c'est des travaux qui travaillent sur
les questions de la prise de parole, la question de la prise de responsabilité, la question de la prise de décision. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je peux en dire plus hein, si vous le souhaitez. C'est bon, merci. On me fait signe que c'est bon. Donc, j'ai d'autres questions qui arrivent, notamment sur l'hybridation des ressources. Que pensez-vous du mécénat vers lequel nous renvoient des élus? Le mécénat privé, le mécénat de compétences, des choses comme Oui, ça. oui, oui, mécénat privé, financier. D'accord, moi, je pense que toutes les choses sont bonnes à prendre. Après, il y a un enjeu qui, pour moi, est important, c'est que il faut savoir si, dans ces logiques d'échange entre le monde économique, le monde marchand, puisque souvent on réduit le monde économique au monde marchand et le monde du social, il se joue une extension des questions de prise en compte du social ou une extension des prises en compte des logiques marchandes. Donc, si le mécénat se met au service du social sans le transformer et sans le monopoliser, ce social, je pense que c'est intéressant. Si par contre, c'est une logique d'extension du champ marchand et de compétition avec les acteurs du social, il y a une déperdition du champ du social. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur la frontière qu'il y a entre l'économique et le social, et dans quelle mesure l'économique peut se mettre au service du social et pas être substitué par des acteurs marchands. Donc ça, c'est une question qui est fondamentale. Moi, je le vois par rapport au champ de l'ESS. Par exemple, moi, je défends l'idée de parler d'organisation de l'ESS et on parle sans arrêt d'entreprise de l'ESS. Et dans ce glissement sémantique, il se met en place des logiques où l'acteur entreprise, et donc dans le commun des mortels, l'entreprise, c'est l'entreprise marchande, vient se substituer aux acteurs de l'ESS, où on va penser que des entreprises peuvent être aussi associatives, qu'elles peuvent être coopératives. Donc là, pour moi, il y a un danger à perdre la notion de ce pourquoi les acteurs de la société civile s'engagent. C'est pour justement revisiter cette question du social sans être laminé par des logiques de concurrence et par la domination des acteurs de l'économie marchande. Oui, mais dans le domaine des entreprises lucratives, par exemple, où vous placez les coopératives? Alors, est-ce qu'elles sont justement un peu à cheval entre ces deux mondes? Mais oui, alors tout l'enjeu, c'est justement sur la frontière. Hein. J'ai un collègue américain qui a travaillé sur cette question de l'équilibre entre l'économique et le social, qui montre que le social, c'est comme un sommet et qu'à tout moment de ce sommet, on peut dériver vers une pente ou vers l'autre, vers l'économique ou vers le social, et que finalement, trouver le point d'équilibre est relativement difficile. Non seulement difficile à trouver, mais difficile à tenir. Donc, ça demande une vigilance pour ne pas tomber dans l'un ou dans l'autre. Je pense que le champ coopératif, et surtout le champ coopératif, tel qu'il a pu évoluer au travers des cycles, c'est un champ qui est en capacité d'articuler de manière intelligente la question de l'économie et sociale. Je suis plus dubitatif sur les acteurs marchands qui viennent, dans le cas de social business, s'immiscer sur le champ social et jouer le jeu de la concurrence pour d'une part dégoûter un certain nombre d'acteurs sociaux qui font du bon travail et puis aussi dévaloriser la question du rôle de l'État par rapport au soutien aux initiatives de territoires solidaires et d'acteurs du social. Voilà, donc l'enjeu, il est là. Hein, l'enjeu est encore, c'est pas un enjeu clair, c'est un enjeu complexe, mais c'est une vigilance qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Oui, merci. Prochaine question. Si de plus en plus de projets ou structures ont des gouvernances inclusives et complexes, comment trouver le temps et les moyens de prendre part à toutes ces gouvernances? Ça, c'est vrai, c'est un enjeu qui est compliqué. Euh, donc moi, je pense qu'on peut avoir une capacité à gérer ça de manière, je dirais, à géométrie variable. C'est-à-dire que s'il faut être sans arrêt inclusif, extensif, multi-acteur, c'est sûr que c'est pas forcément facile, surtout si on n'a pas toute l'expérience et toute la compétence nécessaire pour arriver à articuler tout ça. En tout cas, c'est nécessaire sur des moments importants. Il faut que, à certains moments, l'acteur de l'économie sociale et solidaire soit en capacité d'ouvrir grand sa capacité
à dialoguer, à être inclusif, parce que c'est son ADN d'une certaine manière. Euh, Après, on peut avoir une capacité à gérer les décisions en mode plus léger lorsque le consensus est là, sauf que lorsqu'il faut aller vite. Donc, il faut sortir. Il y a toujours cette pression, hein, je le vois hein, sur la gestion, c'est très clair. On me dit souvent la gestion solidaire, c'est un peu long, c'est un peu c'est complexe et c'est fastidieux. Euh, c'est vrai, mais en même temps, c'est essentiel pour pouvoir relier, hein, puisque si on est dans le social, on est dans la reliance. Je ne vois pas comment on peut faire l'économie d'une démarche inclusive ou d'une démarche multi-acteurs si on veut vraiment travailler sur les questions essentielles qui sont ceux de la relation aux autres, de la relation sociale solidaire. Et c'est des enjeux qui vont être d'autant plus forts puisqu'ils vont être encore accentués par la question environnementale et écologique et la question de la biodiversité qui nous touche tous et qui va nous toucher durement. Donc, bien sûr, c'est compliqué, mais je pense que c'est indispensable de développer des compétences et des savoirs sur ces enjeux-là, qui sont déterminants en matière d'avenir. Merci. Faut-il rechercher une compatibilité entre ESS et économie capitalistique? Je ne sais pas s'il faut chercher une comptabilité, mais il faut chercher les modalités de transformation. Je pense que l'ESS, ça peut être le moteur et le vecteur de la transformation nécessaire du secteur marchand, qui a vraiment besoin d'évoluer de manière grande et rapide pour avoir une capacité à rendre le monde pérenne. Donc, moi, je ne vois pas l'ESS comme devant se fondre avec le secteur marchand ou le secteur marchand devant euh, collaborer étroitement avec l'ESS. Je vois plutôt l'ESS comme étant des éclaireurs de ce qu'il faut faire et entraînant dans l'ouverture qu'il donne les acteurs du secteur marchand pour que les acteurs de l'ESS soient toujours plus nombreux et en capacité de peser sur la direction qu'il faut prendre. Donc, je suis plutôt dans une démarche d'économie plurielle où on part avec l'ensemble des acteurs et où tous ensemble, on essaie d'évoluer vers ce qui est le meilleur pour l'intérêt général et l'intérêt commun. Okay, merci. Et enfin, une dernière question. Faut-il faire son deuil de l'intervention publique? Ah ben non, 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 il faut retrouver un renouveau de l'action publique et il faut que l'acteur public change de polarité. Il a été trop orienté vers l'acteur marchand. Maintenant qu'il faut retourner vers l'acteur de la société civile, les acteurs de l'ESS, pour travailler avec eux sur des démarches d'avenir. Donc l'acteur public, il faut le valoriser et il faut surtout qu'il retrouve son fondement, c'est-à-dire défenseur d'intérêt général, et donc s'associer aux acteurs qui sont en capacité de travailler avec lui sur ces questions-là. Et les acteurs de l'ESS sont justement ceux qui sont les plus pertinents pour travailler sur l'intérêt général, le long terme et la question de la solidarité. Okay. Merci Philippe. Et donc, nous vous laissons continuer sur votre deuxième partie en lien avec les territoires solidaires. Oui, merci. Alors, deuxième point, comment organiser un territoire solidaire? Donc, le contexte de la plupart des territoires en France, mais pas qu'en France, c'est un contexte où le territoire, c'est souvent un facteur d'inégalité. D'abord, inégalité entre les territoires, tous les territoires ne sont pas pareils. Et puis, les territoires se pensent aussi dans son contexte interne, et il y a souvent des inégalités au sein de chacun des territoires. Donc, cette question d'inégalité, elle est prégnante pour la question des territoires parce qu'elle va se jouer à la fois en externe et en interne. Elle va se jouer la plupart du temps dans un contexte d'économie concurrentielle, où le territoire est mis en compétition avec d'autres territoires pour attirer les acteurs économiques qui sont pourvoyeurs d'emplois et d'infrastructures. Et on voit que dans ce jeu-là, les territoires, non seulement sont en concurrence, mais souvent sont perdants. C'est-à-dire que les acteurs qui viennent un jour repartent le lendemain. Et donc, il y a tout un travail
des agents économiques de jouant la carte de la concurrence entre les territoires et passant de l'un à l'autre et jouant de localisation à délocalisation. Donc, c'est un jeu assez difficile à vivre pour les populations sur les territoires et pour les acteurs publics qui gèrent ces territoires. Alors, cette régulation concurrentielle au sens large, elle a touché aussi depuis de nombreuses années le champ associatif, avec une démarche qui vient de l'État de changer le mode de régulation, de passer à un mode de régulation concurrentielle, de faire baisser les financements publics au profit des financements privés, de faire baisser la subvention au profit de la commande publique, de développer des appels à projets compétitifs. Et puis dans ce champ compétitif, on a vu se développer au sein du champ associatif des fusions-absorptions, de nombreuses fusions, des restructurations qui ont profondément modifié le champ associatif. Alors, ce contexte initial-là est un contexte un petit peu triste en termes de conséquences pour l'équilibre, notamment des territoires et du champ associatif sur ces territoires. Et donc on a réfléchi avec mon collègue au moyen de mettre en place une logique de territoire solidaire. La première chose qui me semble important de noter, c'est qu'il faut changer d'ordre des priorités, c'est-à-dire au lieu de mettre l'économie au service du territoire, il faut mettre, mettre le territoire au service de l'économie, excusez-moi, il faut mettre l'économie au service du territoire. Et donc ce changement de logique, penser d'abord l'intérêt du territoire et l'économie comme un acteur qui vient soutenir ce territoire, ça suppose de passer d'une logique de production, d'activité productive sur le territoire, à toutes les logiques de reproduction du territoire, tout ce qui va être éducation, formation, accompagnement, santé, tous ces éléments-là dont on a vu l'importance pendant la période du Covid, qu'on a redécouvert l'importance, mais qui sont souvent négligés dans ces logiques concurrentielles qui ne voient le territoire comme un territoire d'accueil des acteurs économiques de l'économie marchande. Donc, ça suppose de changer, je l'ai un peu dit dans la réponse aux questions, de registre, non seulement de penser l'économie en dehors de l'économie marchande, mais aussi de penser l'économie dans sa pluralité, et donc de voir comment on peut, à partir de cette pluralité, envisager des capacités de transition et de transformation. Alors, habiliter le territoire solidaire, ça va passer, bien sûr, comme je l'ai dit, par l'économie plurielle. Et comme je l'ai dit aussi, l'économie plurielle, finalement, elle a une capacité à couvrir tout à la fois la question du marché, de la redistribution, de la réciprocité. Donc, ça veut dire qu'au niveau de chacun de ces segments, on peut penser une réflexion qui va dans le sens du territoire solidaire. Le marché, on peut le faire autrement, on peut modifier les règles, on peut, de ce que je peux faire, ce qu'on appelle un marché resignifié, c'est-à-dire favoriser des acteurs qui vont dans le sens de l'activité marchande, qui sont des marchands, mais qui en changent les règles. On a des acteurs qui sont connus maintenant, hein, des acteurs tels que les AMAP, Associations de maintien de l'agriculture paysanne, toutes les logiques de circuits courts qui s'organisent sur les territoires, notamment souvent à partir du travail des AMAP. Et puis la question du commerce équitable, qui aujourd'hui n'est plus seulement un commerce équitable nord-sud, mais qui se développe de plus en plus comme un commerce équitable soit sud-sud, soit nord-nord. Donc ces capacités à jouer le jeu du marché, mais d'en transformer les règles pour le rendre compatible avec des enjeux de territoire solidaire. Donc ça, c'est une première perspective de travail qui me semble très intéressante, et on a vu apparaître pas mal de marchés ou de supermarchés coopératifs qui jouent sur cette mobilisation des citoyens autour de projets marchands, mais dans cette mobilisation se joue la reconfiguration des règles du jeu marchand. Un deuxième axe qui me semble intéressant de travailler au niveau local des territoires, c'est la question de la redistribution, donc le rôle des politiques publiques locales qui puissent se mettre en faveur d'éléments fondamentaux par rapport à la reproduction des territoires, c'est-à-dire tout ce qui va être la logique de bien-être social, les logiques de l'accompagnement au sport, à l'art, à la culture, autant de choses qui sont indispensables pour une vie équilibrée des acteurs sur les territoires. Donc ça, c'est un jeu qui doit être conduit et mené par des acteurs publics qui sont en capacité de pratiquer justement ces enjeux économiques de redistribution.
Puis après, dans ce cas de ces politiques publiques, il faut valoriser tout ce qui est domaine du non monétaire, de la réciprocité, du bénévolement, de l'engagement, du volontariat, et donc de développer ces logiques d'économie non monétaire. Alors, elles sont nombreuses, hein. On y reviendra parce que tout à l'heure, vous avez parlé justement d'AMAP, de PTCE, je sais que vous avez aussi une CAE ou de monnaie locale. Tout ça, ça participe d'une capacité à faire vivre sur les territoires des logiques de réciprocité. Alors, sur ces territoires, il va s'agir de mobiliser d'autres acteurs. Alors, une vraie question qui me semble être la question de la solidarité d'aujourd'hui, c'est de ne pas seulement penser la solidarité entre les humains. Bien sûr, il faut penser la solidarité entre les humains, mais il faut aussi penser la solidarité entre les humains et les non-humains. Ces réflexions qui sont assez intéressantes, qui ont été lancées par Philippe Descola ou Bruno Latour, qui montrent que dans ces solidarités, il faut penser la solidarité avec les espaces naturels, avec le vivant, avec les animaux. Et donc, penser le territoire, c'est penser la survie du territoire dans ces différentes dimensions du vivant, différentes dimensions de la nature et des espaces naturels. Donc, la première clause qui me semble importante par rapport aux acteurs qu'on va accueillir sur le territoire, qu'ils soient des acteurs économiques ou d'autres acteurs, c'est de refuser les acteurs qui sont porteurs d'activités externalités négatives. Alors, que veut dire les externalités négatives? C'est un terme inventé par les économistes pour dire qu'une entreprise pouvait avoir des impacts sur la nature, sur le social, mais que de certaine manière, ces externalités négatives ne mettaient pas en cause sa capacité à faire du profit ou à exercer sa liberté d'entreprise. Donc, ces externalités négatives ont souvent été remédiées dans l'ordre de la gestion de l'État, la gestion du collectif, aux entreprises l'activité et à l'État la gestion des externalités négatives. Donc, sur un territoire solidaire, je pense qu'il faut avoir cette précaution de n'accueillir que des acteurs qui s'engagent à prendre en compte leurs externalités négatives ou à pouvoir être en capacité de produire sans avoir d'externalités négatives. Donc, pouvoir avoir une activité économique qui ne pollue pas, qui ne dégrade pas l'environnement du territoire. Et donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose qui me semble importante par rapport aux enjeux de la délocalisation, c'est de pouvoir accueillir des investisseurs qui s'engagent à rester. Et parmi eux, il y a notamment un certain nombre d'acteurs de l'ESS ou d'investisseurs solidaires qui sont à valoriser parce qu'ils font un vrai travail. Je pense notamment aux acteurs comme Terre de Liens ou Habitat Humanisme qui sont à la fois des investisseurs mais qui sont dans des démarches de solidarité qui permettent de construire des choses de manière pérenne sur les territoires pour préserver la qualité de vie et la qualité de la relation à l'autre. Il faut aussi changer de modèle de gouvernance. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand je parlais de gouvernance démocratique. Mais là, sur un territoire, il faut que cette gouvernance elle soit étendue aux acteurs du territoire. Donc, il faut qu'on ait une capacité, et ça se développe de plus en plus, moi je le vois dans mes rencontres avec les acteurs, capacité à ce que les acteurs de l'ESS développent entre eux des alliances, des regroupements, et qu'ils soient en capacité de coopérer, de mutualiser. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un PTCE, je pense que les PTCE sont vraiment une invention intéressante dans cette capacité d'acteurs sur un territoire autour d'enjeux sociaux et solidaires, de pouvoir travailler de concert, s'organiser, coopérer, mutualiser. Ça, c'est des enjeux essentiels pour moi pour penser de manière pérenne, là encore, un territoire. Et ça ouvre sur la question qui est complexe, mais riche, d'être en capacité de monter une gouvernance territoriale démocratique. Et ça passe, bien sûr, par les PTCE, ça passe par des modalités autour de sociétés de coopératives d'intérêt collectif, mais ça passe aussi de manière beaucoup plus moins formelle par des capacités des acteurs du territoire à se reconnaître, à échanger et à développer ensemble des activités communes sur les territoires. Donc voilà, c'est une dynamique qui me semble nécessaire pour organiser un territoire solidaire et pour en attendre les bénéfices.
Voilà, comme prévu. C'est le moment de la deuxième virgule après ma présentation sur les territoires. Merci, merci Philippe pour ces éléments liés au territoire solidaire. Alors j'imagine que cela soulève de nombreuses questions. Alors, comment organiser un territoire solidaire lorsque le projet associatif ou coopératif vient heurter la volonté politique locale au niveau de la ville ou du département Oui, ou de la région? ou de la région. Moi, je pense il y a deux façons de répondre à ça. Il faut d'abord être fort collectivement. Donc, il faut, même en l'absence d'un soutien des acteurs publics locaux sur un territoire, il faut que les acteurs de l'ESS pratiquent cette coopération interorganisationnelle, parce que souvent, il y a un déficit d'envie, de compétences. La coopération, on la connaît bien au niveau de son organisation, on la connaît un petit peu moins bien au niveau de la coopération entre acteurs de l'ESS sur un territoire. Donc ça, c'est vraiment des choses à construire de la part des acteurs de l'ESS. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que c'est un travail supplémentaire qu'il faut conduire, mais c'est un élément fort pour montrer qu'on peut agir ensemble. Et c'est un élément fort ensuite qui pourra se traduire sur le deuxième point, la capacité à pouvoir négocier au niveau d'un territoire, à partir de ces alliances, des inflexions ou des améliorations de soutien de l'acteur public. Donc, il y a un travail qui est à la fois d'alliance, de regroupement, de coopération, puis un travail aussi de négociation, de rapport de force et souvent aussi de pédagogie, d'expliquer ce qui se joue sur le territoire et ce que peut apporter l'alliance des acteurs de la solidarité pour, par ce travail de pédagogie, faire évoluer la position et les blocages éventuels qui peuvent venir des acteurs publics locaux. Merci. Là, j'ai une deuxième question. Qu'en est-il de la question politique et électorale? Oui, il faut être un peu plus précis, peut-être. Qu'est-ce que vous entendez? Alors, où est la personne qui a… Voilà. Je vais demander des compléments, des précisions. La gestion d'un territoire implique la gestion politique du territoire. Est-ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent s'impliquer au niveau politique et électoral? Ouais, ça me semble un peu délicat. C'est-à-dire que ça peut être une action conjuguée entre un certain nombre d'acteurs politiques et des acteurs de l'ESS. Cumuler les deux casquettes me semble un peu difficile. Et je pense que les acteurs de l'ESS sont en capacité de mener un travail de plaidoyer sur le plan local, un travail d'entrer dans le débat public, dans l'espace public, pouvoir conduire un certain nombre d'idées et faire en sorte que ces idées trouvent une traduction dans le champ politique. C'est déterminant qu'elles puissent trouver une traduction dans le champ politique. Après, je ne sais pas si votre question, c'était la double casquette. Euh, je pense qu'il faut plutôt avoir une action conjuguée entre un travail de plaidoyer, de pédagogie, de démonstration aussi de ce qu'on peut faire sur les territoires lorsqu'on travaille entre acteurs de l'ESS. Ça me semble beaucoup plus porteur. Ensuite, de capacité à retrouver un lien avec les acteurs politiques qui peuvent évoluer dans leur position face à des initiatives locales mais qui montrent le bien fondé d'un certain nombre d'innovations sociales. Je crois au poids de la démarche de la preuve, la capacité à montrer ce qu'on peut faire et ensuite d'en avoir une traduction sur le terrain politique. Oui, merci. Ou aller vers une gouvernance peut-être publique-privée, comme sur certains fonds territoriaux européens. Il a pu se mettre en place en alliant des acteurs du territoire et des élus. Prochaine question, comment vous abordez la question des articulations entre les différentes échelles de territoires solidaires?
Ben ça, c'est une question qui est compliquée, mais qui est une question qui est essentielle, la capacité de pouvoir articuler le niveau micro-local, le niveau local. C'est des questions que, par exemple, ont été prises en charge dans le cadre des institutions publiques, avec notamment les communautés d'agglomération. Alors, le problème des acteurs de l'ESS, c'est qu'ils ont eu à subir pas mal de changements de territoire, de changements d'interlocuteurs, et que dans ce jeu-là, il y a des forces qui ont été un petit peu perdues. Il faut absolument qu'on puisse construire des capacités de coopération entre ces différents niveaux. Mais je vais y revenir après dans le cadre de la gestion solidaire. Je répondrai en partie à cette question-là, mais c'est une question essentielle, c'est l'architecture des structurations des différents niveaux de territoire. D'accord, merci. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions sur cette partie et qu'on peut enchaîner sur la partie de gestion solidaire. J'ai encore 10 minutes, Audrey, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, 10 petites minutes pour laisser un peu de place aux questions. Merci. Donc voilà, dans le troisième point, comment penser une gestion solidaire. Donc, le premier point que je tire là encore des travaux de Karl Polanyi, c'est qu'il faut dénoncer la fiction de certaines marchandises. Parce que Karl Polanyi a parlé des marchandises fictives, il disait qu'une marchandise, c'est quelque chose qui a été conçu pour être vendu comme une marchandise, et qu'on nous fait croire que le travail est une marchandise alors qu'il n'a pas été produit pour être une marchandise, que la monnaie pourrait être une marchandise alors qu'elle n'a pas été pensée pour être une marchandise, et que la nature serait une marchandise alors que là encore, la nature n'a jamais été donnée au monde pour être une marchandise. Donc ce travail de fiction entretenu par l'économie marchande sur des éléments essentiels de notre monde, le travail, la monnaie, la nature, sont à dénoncer et sont intermédiaires non seulement à dénoncer, mais à démarchandiser. Donc il y a un travail qui peut être conduit par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est déjà conduit, hein, c'est-à-dire que sur la question du travail, il y a la constitution de CAE, coopératives d'activité et d'emploi, qui essaye de partir des fondamentaux de cette économie marchande qui transforme les acteurs salariés en auto-entrepreneurs pour inverser la méthode, inverser la tendance et remettre du salariat là où il y a l'auto-entrepreneuriat. Donc, défictionnaliser le travail. Même chose sur tout ce qu'on appelle les monnaies solidaires, les monnaies locales, les monnaies complémentaires, qui participent de cette idée que la monnaie ne doit pas être une marchandise et donc elle ne doit pas pouvoir être spéculative, et donc mettre en place des monnaies qui sont au service des territoires et qui ne peuvent pas être l'objet d'une spéculation. Et puis sur la nature, c'est un certain nombre d'acteurs de l'ESS qui, là encore, comprennent l'enjeu de l'équilibre entre la question de l'économie et de la pérennité des espaces et des ressources naturelles. Donc, tout ce qui est sur les circuits courts, tout ce qui est sur les AMAP et d'autres incubateurs de type solidaire sont assez intéressants à suivre. Et on voit que donc les acteurs solidaires sont en capacité, de manière concrète, pratique, d'inverser l'ordre des choses et de remettre de la soutenabilité dans les différents domaines sur lesquels Karl Polanyi nous avait avertis. Alors, il y a un autre domaine sur lequel il ne nous avait pas avertis, mais sur lequel il faut être vigilant, c'est dans la question du numérique, parce que les données personnelles sont actuellement sans doute la dernière marchandise fictive que le capitalisme nous a inventée. Transformer les données personnelles de chacun en marchandises, voilà encore un enjeu sur lequel il faudra être vigilant et sur lequel un certain nombre de plateformes numériques en France, coopératives de type SIC, se sont engagées. Je pense notamment à des acteurs comme Mobicop, les oiseaux de passage ou Copcycle. Alors, deuxième point que j'aimerais soulever dans le cadre d'une gestion solidaire, c'est qu'il va falloir avoir une réflexion en gestion qui, pour l'instant, n'a pas été conduite, la même que celle qui a eu lieu avec les économistes au travers de la commission Stiglitz, c'est réfléchir à de nouveaux indicateurs
de gestion qui tiennent en compte pas seulement la question du profit marchand et la question de la compétitivité ou de la productivité, mais qui prennent en compte les notions de bien-être, les notions de santé, les notions d'équilibre social. Et donc, cette idée de repenser la gestion non seulement à l'aune de ses capacités à défictionnaliser les marchandises, mais aussi à trouver des indicateurs de pilotage qui sont des acteurs basés sur le bien-être et le bien-vivre des populations, ça me semble très important. Et là, il y a des travaux qui existent, qu'on appelle l'ethnocomptabilité, qui cherchent à valoriser ce qui compte et qui cherchent à voir pour les acteurs citoyens, les acteurs de base que nous sommes, qu'est-ce qui compte pour nous, mais qu'est-ce qui compte non pas au sens monétaire, mais qu'est-ce qui compte au sens du bien-vivre. Et donc, cette capacité à changer les indicateurs pour passer d'indicateurs monétaires à des indicateurs non monétaires qui soient capables de prendre en compte la question de l'engagement, des désirs et du bien-être, me semble indispensable à réaliser pour cette gestion solidaire. Enfin, dernier point, c'est une gestion qui doit être démocratique. Et là encore, c'est une révolution parce que la gestion, souvent pensée, on pense parfois à la gouvernance démocratique, mais on ne pense pas forcément à la gestion démocratique. Or, connaître les enjeux des indicateurs, du pilotage, de la comptabilité d'une organisation de type ESS, c'est bel et bien avoir une capacité d'ouvrir un débat démocratique sur le projet et la façon dont il est conduit. Donc la gestion peut être aussi démocratique, et c'est des choses qui sont intéressantes à suivre et qui sont de l'ordre de l'approche citoyenne. Après, dernier point que j'aimerais aborder, mais c'est juste des ouvertures, c'est la question des communs qui me semble importante. Il y a beaucoup d'acteurs de l'ESS qui se réclament maintenant de la question des communs. Donc, c'est un champ qui est intéressant puisqu'il ouvre entre la question des biens privés et la question des biens publics un espace, celui des biens communs, où peuvent exister, être rendues visibles les actions et les initiatives, les expérimentations engagées par les acteurs de l'ESS entre espace privé et espace public. Donc là, il y a des enjeux qui sont intéressants, surtout que Ostrom a travaillé aussi sur ce qu'elle appelle la question des logiciels libres, qui ouvre sur les communs numériques. Donc là, il y a bel et bien, à la fois sur le plan conceptuel et sur le plan des initiatives, une thématique, un concept qui est intéressant à suivre. Autre point qui me semble important, c'est en liaison avec l'économie plurielle. On disait qu'il y a une économie plurielle, c'est l'économie marchande, non marchande, non monétaire. Et bien derrière ces différentes formes d'économie, il y a différents acteurs qui sont en capacité d'hybrider les ressources, de se différencier les uns des autres. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'entretenir ce que j'appelle la sociodiversité, cette capacité à avoir des acteurs très différents autour du même champ économique, territoire et social. Et cette capacité à avoir justement des organisations de l'ESS et non pas des entreprises de l'ESS, c'est qu'elle a sa capacité à cultiver la diversité des organisations qui me semble essentielle pour pouvoir faire face aux enjeux globaux qui nous attendent. Puis dernier point, et je conclurai là-dessus, parce que ce sera mon dernier élément de ce troisième point, c'est qu'on a besoin aussi de retravailler notre imaginaire d'action collective qui est trop encastré dans la question de l'activité entrepreneuriale et marchande, et que ce nouvel imaginaire doit emporter avec lui une nouvelle façon de penser la gestion. Voilà, donc merci pour votre attention, puis c'est le temps pour une troisième virgule, si vous le souhaitez. Merci, merci Philippe. Ce que je disais déjà ce matin, c'est qu'on est, on est nombreux quand vous parlez de réencastrer les marchandises fictives, qui ont été, de dénoncer les marchandises fictives comme le travail, par exemple le travail des CAE, des coopératives d'activité et d'emploi. C'est qu'ici dans la salle, nous sommes plusieurs entrepreneurs salariés de la CAE locale Coodicée. Donc, vous avez des questions sur, oui, sur ces nouveaux sur ces principes de gestion? Alors, développer la notion. Ah oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, développer un peu la notion d'ethnocomptabilité? Oui, alors la question d'ethnocomptabilité, c'est des ethnologues, enfin c'est des approches ethnographiques de
par exemple, moi j'ai lu un travail qui est sur un épicier qui est dans un quartier, et donc les ethnologues viennent le voir et essayent de voir comment il fait un prix pour un produit. Et on s'aperçoit qu'un produit grande surface, il a un prix qui est donné, alors que dans un petit commerce local, le prix peut varier en fonction de l'acteur. Le produit peut parfois être donné. Donc, quand on pense à ce qui compte, c'est pas forcément ce qui compte pour le revenu du, du petit commerce local, mais ce qui compte dans la capacité de ce commerce local à entretenir le lien social avec sa clientèle, et le lien social au travers du territoire. Et donc là, on a des enjeux où euh, on n'est plus dans l'ordre du présent, mais on est dans l'ordre d'une temporalité qui se situe dans le moyen et le long terme. Au lieu d'être centré sur la question du bien marchand, on va être plus dans la question du bien comme un élément de lien social. Dans ce passage du bien, analyse du bien à l'analyse du lien, se joue la question de l'ethnocomptabilité, où on va interroger les gens sur ce qui est important pour eux, et sur ce qui est important pour eux, et qui croise les activités éventuellement d'une activité d'un commerce ou des activités de mesure de la comptabilité d'un ménage. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps pour l'expliquer ou si je suis suffisamment clair, mais quand on dit qu'est-ce qui compte, euh, il y a une double approche. Il y a ce qui compte, c'est-à-dire compter l'argent que l'on a, les ressources que l'on a. Mais ce qui compte, c'est aussi qu'est-ce que cet argent représente pour nous et qu'est-ce qu'on veut en faire et qu'est-ce qui est premier par rapport à ces questions d'enjeux monétaires et comment traduire une activité, que ce soit commerciale ou autre, par rapport à des enjeux qui ne sont pas résumés que par des enjeux monétaires ou des enjeux marchands. Alors, ces travaux d'ethnocomptabilité, ils rejoignent, il me semble, un peu les travaux faits sur les nouveaux indicateurs de richesse. Oui, oui, en partie. Alors là, on est sur des approches beaucoup plus micro-situées. C'est-à-dire, on va être au niveau micro-local. On va étudier ce qui se joue au cœur des petits territoires. Alors qu'avec les indicateurs de richesse, on est plus sur des approches méso ou macro. D'accord, merci. Des questions? Oui. Alors, j'ai une seconde question là sur comment se traduit concrètement une gestion démocratique de la comptabilité? Ou non, une gestion démocratique de la comptabilité? Alors, moi, je suis bénévole dans une coopérative et moi, j'ai l'expérience en tant que simple citoyen, donc en tant que bénévole dans cette coopérative, que souvent les AG commencent dans les instances de gouvernance, on va commencer la réunion par faire passer le compte des résultats, le bilan, et puis ça passe très rapidement, et puis on dit, bon, vous êtes d'accord? Et puis qu'on passe au point suivant. Donc, cette capacité de comprendre ce qui se joue dans une comptabilité d'une organisation, il est évincé parce qu'il faut le faire, parce que c'est formel, mais que personne ne comprend ce qui se joue au travers de cette comptabilité de l'organisation. Et si, par exemple, moi, qui ai une formation comptable, je dis, attention, là, il y a une augmentation des réserves, on va me dire, Philippe, tu ne vas pas nous embêter, on a d'autres choses à voir. Donc, une première question qui se pose par rapport aux enjeux de gestion, c'est un problème d'accès aux informations qu'elle contient. C'est une capacité de compétence, c'est une capacité de pouvoir profiter de ces éléments de repère qui sont donnés par la comptabilité pour pouvoir discuter sur l'action et l'évolution de son action. Voilà, si on fait l'économie de ça, on peut continuer à agir, mais c'est quand même dommage d'avoir produit des éléments qui sont des éléments tangibles de mesure de l'activité, de pouvoir pour profiter de l'analyse qu'on pourrait en faire.
Donc, c'est ça que je veux dire. La gestion, elle peut être démocratique si on rend sa capacité informative accessible à tous. Donc, ça passe par peut-être faire venir l'expert comptable qui a fait les comptes pour qu'il prenne position, qu'il explique un peu quels sont les comptes et quelles sont les évolutions des comptes en Assemblée générale ou au CA et qu'on puisse avoir un débat démocratique autour de ça. Alors ça, c'est pour la comptabilité, mais on peut très bien avoir des éléments de pilotage de l'association qui ne sont pas réservés aux dirigeants ou réservés aux techniciens, mais qui sont débattus dans le cadre démocratique des instances de gouvernance de l'association. Alors, pas forcément à tout moment, mais qui puissent être débattus, parce que la question des critères de pilotage est déterminante de ce qui va être l'évolution de l'association. Donc, pouvoir avoir une discussion non seulement sur ce que disent les critères, mais sur les critères eux-mêmes et leur évolution, me semble déterminant en termes d'enjeux démocratiques pour rendre en capacité l'ensemble des acteurs qui participent au projet d'avoir leur mot à dire et de pouvoir comprendre ce qui se joue. Voilà, c'est en ce sens-là que je pense que la question de la gestion est une question qui est aussi une question en rapport avec la démocratie. Merci. On me fait signe que votre réponse a convaincu la personne qui l'a posée, au moins. Non, mais c'était très intéressant. Alors, prochaine question. Existe-t-il une plateforme qui recense tous les outils et ressources de gestion solidaire? Mais non, j'en connais pas. J'en connais pas, faut la monter. Qui avait posé la question? Voilà, il faut l'inventer. Alors, on a des spécialistes du numérique aussi dans la salle, n'est-ce pas? Et des communs numériques. D'autres questions pour Philippe? Ou bien vous avez très envie de passer à la suite dynamique des ateliers en lien avec l'intervention de Philippe? Alors Philippe, on aurait bien aimé que vous participiez avec nous aux ateliers, mais une prochaine fois, quand peut-être quand notre collectif ferroviaire aura abouti je sais pas, à l'établissement d'une ligne plus efficiente entre Paris et les Hautes-Alpes. Merci beaucoup pour l'invitation et je vous souhaite une bonne continuation des travaux de la journée. Merci beaucoup à vous, Philippe. Merci. Bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.